On est maintenant plusieurs mois après l'adoption de ce projet de loi-là et il demeure plusieurs zones d'ombre qui subsistent quant à la portée concrète de cette loi, incluant notamment là, la question de l'équilibre entre l'objectif louable poursuivi par le législateur et la protection tout aussi importante de la liberté d'expression des justiciables qui inclut, bien sûr, en tout cas jusqu'à ce que ça change, là, mais pour l'instant, ça l'inclut, le droit de critiquer même vertement le travail des élus chargés de les représenter. Alors, nous avons réuni un panel pour être capable, multidisciplinaire, là, avec plusieurs personnes. On avait 4 panélistes qui avaient accepté de se joindre à nous. Malheureusement, Mariette Pilon, avocate et membre du Barreau du Québec, ne pourra pas se joindre à nous. Elle a eu un empêchement de dernière minute. Et donc, nous avons maintenant un panel de 3 personnes. Mais comme à toute chose, malheur est bon. Ça va nous permettre d'avoir plus de temps pour chacune de ces interventions initiales-là, là, cet empêchement de dernière minute. Donc, je vous présente les panélistes. Par la suite, je vais vous présenter grossièrement le déroulement en fait de l'événement et on va pouvoir je vais ensuite passer la parole à celles et ceux que vous êtes venus entendre. Donc, la première panéliste est Catherine Fournier, qu'on salue et qu'on remercie de se joindre à nous. Diplômée en sciences économiques et en sciences politiques de l'Université de Montréal, Catherine Fournier a exercé les fonctions de députée de Marie-Victorin de 2016 à 2021. Elle est la plus jeune femme de l'histoire à avoir été élue à l'Assemblée nationale du Québec à l'âge de 24 ans. Autrice de 3 livres, dont un collectif et collaboratrice chez Urbania, Catherine a été élue mairesse de la ville de Longueuil le 7 novembre 2021. Désignée 16e personnalité québécoise la plus influente par le magazine L'Actualité au printemps 2024. Catherine occupe également la présidence du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil et de la table de concertation régionale de la Montérégie. Alors, Catherine Fournier, merci d'être là et bonjour. Merci de l'invitation. Bonjour à tous. Deuxième panéliste, nous avons le plaisir d'accueillir Mallory Flon. Mallory Flon est directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, l'INM, une organisation sans but lucratif qui a pour mission d'accroître la participation des citoyens et des citoyennes à la vie démocratique. L'INM pilote des programmes d'éducation à la citoyenneté auprès de différents publics, un laboratoire d'idées et des démarches participatives sur différents sujets d'intérêt public. Mallory Flon est membre associé du Centre pour le dialogue Maurice G. Wosk de l'Université Simon Fraser et membre du Forum multi-intervenant sur le gouvernement ouvert du Canada. Mallory Flon, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Grand plaisir. Et le dernier panéliste est Pierre Trudel, collègue juriste, professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, premier titulaire de la chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique et ancien expert invité par le ministère de l'Industrie et du patrimoine dans le cadre du groupe de travail sur la révision des lois sur les télécommunications et de la radiodiffusion. Spécialiste du droit et des normativités du cyberespace, il est l'auteur de nombreux livres et articles en droit des médias et en droit des technologies de l'information, dont Droit, liberté et risques des médias, paru aux presses de l'Université Laval en 2022. Chroniqueur au devoir, il participe au débat public sur la liberté d'expression, que ce soit en lien avec ses aspects juridiques ou avec le monde académique. Bonjour, Pierre Trudel. Bonjour Louis-Philippe, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Et nous voilà maintenant rendus au moment où je vais passer la parole en fait aux panélistes. Juste rappeler que le fonctionnement de la table ronde, c'est qu'on va commencer par un tour de parole initial, environ 10 minutes, mais là on a une marge de manœuvre plus importante pour chacun des panélistes. On va commencer par Catherine Fournier, enchaîner avec Mallory Flon et terminer avec Pierre Trudel en vertu de l'ordre alphabétique. Ensuite va s'en suivre une séance d'échange entre les panélistes que j'animerai. Et on va ensuite se tourner vers les membres de l'assistance pour voir s'il y a des questions à poser aux panélistes et on finira avec un bref mot d'introduction. Alors, je n'ai pas à vous demander si ça vous convient, même si ce serait purement rhétorique, puisque ça va être comme ça. Et voilà, c'est la vie. Et donc, sans plus attendre, je passerai la parole à Catherine Fournier pour son tour de parole initial. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Très heureuse d'être parmi vous pour apporter la dimension d'expérience municipale dans ce débat, plutôt cette discussion autour du projet de loi 57. Je pense que c'est une discussion qui est tout à fait saine. Le projet de loi a quand même
généré plusieurs questionnements lorsqu'il a été déposé au printemps dernier. Peut-être que je nous inviterais d'abord à prendre un certain recul sur les raisons sous-jacentes, en fait, les raisons qui ont motivé le gouvernement du Québec à déposer ce projet de loi, plus particulièrement la ministre des Affaires municipales, Madame André Laforêt. Il faut savoir que le monde municipal vit une certaine crise, du moins en regard du sentiment de sécurité, de protection des élus depuis déjà plusieurs années, mais particulièrement dans le contexte de polarisation sociale dont tu parlais d'entrée de jeu, Louis-Philippe. Ce qui a fait en sorte que, bon, c'est une des raisons pour lesquelles il y a un grand nombre d'élus municipaux qui ont choisi de quitter leurs fonctions particulièrement depuis le début du mandat qui s'est amorcé en 2021. On répertorie plusieurs centaines d'élus municipaux. On doit être rendu, même on doit avoir dépassé le cap du millier d'élus municipaux maintenant qui ont quitté leurs fonctions. C'est sûr que cette décision-là, elle est souvent multifactorielle. Il n'y a pas seulement une raison qui pousse un élu à quitter ses fonctions. Parfois, oui, mais souvent, c'est un ensemble d'éléments. Personnellement, je suis membre du comité démocratie de l'Union municipale du Québec, puis on a mené certaines entrevues, une enquête auprès d'élus démissionnaires et ce qui a été relevé, bon, il y a des questions de conflits à l'interne au sein même des conseils municipaux. Donc ça apporte quand même un éclairage du fait que c'est pas seulement le bas blesse, c'est pas seulement entre la relation élu-citoyen, mais bien à l'intérieur même des conseils municipaux. Mais la question élu-citoyen a quand même été relevée là, de façon importante par les élus qui ont choisi de quitter leurs fonctions. Donc ça, il faut en être conscient. Puis même au-delà de la décision de quitter ses fonctions, il peut y avoir la décision de ne pas renouveler son mandat. Il peut y avoir également de la détresse psychologique qui est vécue durant un mandat. Puis je pense que c'est important ici de distinguer effectivement ce qui relève de la critique constructive, qui peut parfois, par contre, atteindre très personnellement là, certaines personnes dans le cadre de leur fonction. Évidemment, on peut pas contrôler là, la façon dont c'est reçu personnellement par ces personnes-là. Puis je pense que quand on fait le choix de se lancer en politique, il faut quand même s'attendre à ce genre de critiques-là. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux dans notre façon de gérer la critique qui peut être constructive. Donc, ça peut atteindre des personnes différemment. Mais en ce qui a trait aux objectifs du projet de loi 57, de mon point de vue du moins, puis de la façon dont je lis et j'analyse le projet de loi et la loi qui a été adoptée par la suite, on n'est pas du tout là. On n'est pas du tout dans l'encadrement de la critique constructive. On vient, par le projet de loi 57, plutôt établir un nouveau régime pénal qui vient protéger, qui vient en fait accroître la protection dédiée aux élus, mais on cible toujours les mêmes débordements que peut cibler, par exemple, le code criminel. On parle ici de harcèlement, d'intimidation. Donc, ce sont des infractions qui sont prévues là, dûment au code criminel. Évidemment, on pourrait ajouter menaces de mort. Malheureusement, ce sont des choses auxquelles les élus font face trop souvent. Donc, c'est un petit peu la priorité que je souhaitais poser là, d'entrée de jeu. Il faut faire attention. On n'est pas ici dans l'encadrement de la critique constructive, mais plutôt d'avoir une nouvelle voie qui permet aux élus de dénoncer ce qui relève du code criminel. Puis, il faut bien comprendre la complexité à laquelle on fait face dans l'exercice de notre travail comme élu lorsqu'on vit de l'intimidation, du harcèlement, les procédures judiciaires avec les policiers, etc. C'est extrêmement complexe. Ça peut être parfois très, très long. Et étant donné qu'on est quand même très exposé dans le cadre de notre fonction, je crois que l'intention du législateur ici, c'était de se dire, en créant une nouvelle voie pénale, qui n'est pas de nature criminelle, mais qui cible les mêmes articles que le code criminel, on vient accélérer le délai de traitement des dossiers là, qui vont toucher les élus, en plus de prévoir d'autres peines qui peuvent agir de façon dissuasive, notamment les amendes.
parce que, bon, pour avoir moi-même manœuvré au travers du système judiciaire pour du harcèlements ou des menaces que j'ai reçues dans le cadre de mes fonctions, il faut savoir probablement que ça prend des années avant qu'il y ait vraiment concrètement une action qui sera posée et des conséquences le cas échéant. Mais là, bien souvent, si c'est pas, c'est selon la gravité de l'acte, la conséquence, puis c'est tout à fait correct, là, c'est la base de notre système judiciaire d'avoir une conséquence qui est à la hauteur de l'action qui est posée, mais souvent, elle sera faible et pas nécessairement aussi dissuasive, même que des amendes pourraient l'être. Donc, d'où l'intérêt du nouveau régime pénal. Puis, honnêtement, ça a été vraiment bienvenu dans le monde municipal. Ça a été accueilli favorablement de façon très unanime. Ça rassure beaucoup les élus de savoir que ça existe. Hein. C'est pas, je serais curieuse d'avoir les statistiques. Je suis pas certaine que ça a été beaucoup utilisé. En tout cas, chez nous à Longueuil, ça n'a pas été là, en un an, mais de savoir que c'est quelque chose qui est possible, qui est accessible. Euh, et même ne serait-ce que parce que ça existe, parce qu'on en parle, ben nécessairement, il y a un effet dissuasif là, qui se fait ressentir. Puis même, j'irais plus loin parce que moi, en fait, j'ai été invitée en commission parlementaire au printemps dernier pour m'exprimer dans le cadre des consultations sur le projet de loi 57. Puis en fait, je vous disais que les dispositions qui sont visées par le projet de loi 57 sont les mêmes là, que celles au Code criminel qui encadrent notamment l'intimidation et le harcèlement. Par contre, dans la réalité, dans l'application du nouveau régime pénal qui est prévu par le projet de loi 57, mais c'est vraiment plus difficile en fait de prouver une infraction parce que le projet de loi prévoit, là, c'est aux articles 3 et 10 du projet de loi, il y a une preuve qui est très, très difficile en fait à rencontrer. Et je vais vous le citer plus particulièrement. Il faut qu'on prouve, en fait, il y a le terme entrave qui est utilisé. Donc, ça veut dire qu'on doit que ça doit être prouvé que l'action de la personne aurait rendu le travail plus difficile. Donc, on parle vraiment plus de l'intention aussi du défendeur, donc de la personne qui aurait provoqué la situation, donc la personne en cause dans l'affaire, tandis qu'en droit criminel, on va vraiment plutôt s'attarder au ressenti de la personne victime, c'est-à-dire est-ce que la personne a eu peur, est-ce qu'elle s'est sentie, elle, menacée. Donc ça, c'est ce qui prévaut dans le régime criminel, mais dans le nouveau régime pénal, va falloir qu'on prouve que concrètement, d'un point de vue externe, il y a eu une entrave au travail. Donc, au final, ça, moi, je l'avais noté, ça n'a pas été modifié là, dans le cadre de l'étude du projet de loi, donc ça demeure quand même plus difficile à rencontrer comme preuve quand on compare au régime criminel. Donc, c'est aussi un point que je souhaite porter à votre attention, puis au plaisir de poursuivre la discussion un petit peu plus tard. Merci beaucoup pour avoir brisé la glace puis avoir fait un beau tour d'horizon, notamment là, des objectifs derrière et surtout de la réception de ce projet de loi-là dans le monde municipal. Donc, ça lance vraiment bien les échanges. Je passe maintenant la parole à la deuxième panéliste, Mallory Flon. Merci. Puis vraiment, je salue. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir l'occasion d'en discuter aussi avec une élue, là, Catherine, qui peut vraiment amener la perspective parce que c'est effectivement l'intention du législateur d'agir sur le sentiment de sécurité des élus. Donc, c'était essentiel. Catherine, merci d'avoir fait ce premier tour de roue. Je pense aussi, je vais les nommer tout à l'heure, que le projet inclut des mesures importantes. Puis à saluer, là, certainement dans la recherche d'un équilibre entre protection des élus, protection du droit de critique en démocratie. Mais pour ma part, c'est vrai que je reste encore un peu perplexe là, par rapport à la création de ce nouveau régime pénal. Je pense que probablement qu'il est trop tôt même pour qu'on puisse en faire une évaluation rigoureuse au moment où on se parle. Mais ça va être intéressant de le faire d'ici un an, d'ici 2 ans, puis d'examiner des cas de figure pour pouvoir répondre plus précisément là, à
à notre besoin sociétal. Ma perplexité, c'est surtout que je me demande encore, puis je ne suis ni avocate ni juriste, hein, donc c'est pour ça probablement que j'ai cette perplexité qui persiste. Je me demande encore comment la Cour va pouvoir déterminer euh, si le pas a donc été franchi entre critique constructive, pour reprendre l'expression, ou en tout cas critique citoyenne, et entrave au travail des élus. Fait que c'est lié à ce que Catherine disait sur le défi de la preuve, finalement, là, de l'entrave. Dans le projet de loi initial, c'était pas très clair qui allait jouer le rôle pour déterminer si ce pas a été franchi, donc le rôle d'arbitre. On voit dans le projet de loi sanctionné que dans le fond, c'est la municipalité qui donc demande une injonction à la cour municipale. Donc, c'est la cour municipale qui évalue la demande. Et notamment, il y a aussi un ajout là, après adoption qui est que ne constitue pas une entrave le fait d'exprimer par tout moyen son opinion dans le respect des valeurs démocratiques du Québec. Donc, moi, je trouve que c'est un amendement intéressant. Je me questionne encore sur son interprétation. Mon côté optimiste espère que ça va permettre d'éviter d'interpréter comme une entrave des démarches de mobilisation citoyenne qui peuvent être insistantes, répétitives, dans leur intention d'influencer le travail d'un élu. Donc, c'est un peu l'espoir que j'ai parce qu'on sait donc qu'on a effectivement besoin de critiques en démocratie. On a besoin cependant de critiques respectueuses. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Et c'est ce qu'on apprend aux enfants à l'école. Et malheureusement, il semble qu'en grandissant, parfois, les adultes oublient les codes et certaines civilités là, pour pouvoir entrer en dialogue, notamment avec leurs représentants élus. Je voudrais souligner aussi deux bons coups du projet de loi 57. Le premier, c'est que quand même ce projet de loi dit que toutes les municipalités vont devoir adopter un règlement de régie interne. Et un tel règlement, dans le fond, donne des normes concernant le maintien de l'ordre, la civilité, le respect pendant des séances. Et j'ai vu des données de l'UMQ là, selon lesquelles au printemps 2024, donc juste avant l'adoption du projet de loi, il y avait 81% des municipalités qui étaient sondées qui n'avaient pas de tel règlement de régie interne. Et je pense que c'est un premier outil. Ça aurait peut-être même dû avoir été une première obligation, disons, pour agir sur le problème, peut-être même avant l'imposition d'un nouveau régime pénal, parce que ce type de règlement-là, qui pose un cadre, euh, peut clarifier un cadre qui est prévisible pour les élus, pour les citoyens, peut clarifier des choses aussi simples que la durée, le fonctionnement de la période de questions, la possibilité de transmettre des questions à l'avance, aux élus de pouvoir s'y préparer, toutes sortes de paramètres qualitatifs aussi sur comment ça se passe. Nous, à l'INM, quand on anime des démarches participatives, on a toujours une charte de participation qui donne un petit peu les règles du jeu sur comment ça va se passer, le dialogue, la délibération, pour la rendre le plus respectueuse possible. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui me dit, si la majorité des municipalités du Québec n'avaient pas de règlement de régie interne, ben ça aurait été peut-être un premier pas quand même vraiment important qui aurait aidé à amener des débats plus respectueux là, dans le cadre, par exemple, de conseils municipaux. Un autre bon coup aussi du projet de loi, c'est qu'il permet au ministre de déterminer les formations portant sur le rôle des élus municipaux et sur le système municipal, donc des formations que doivent suivre les élus. Et je pense que ça, c'est aussi une mesure qui est très, très importante parce que dans le contexte de polarisation en 2025, on doit former les élus aux relations citoyennes. Euh, à comment vivre la complémentarité entre la démocratie représentative, donc leur travail, et participative, la participation citoyenne, le rôle des citoyens en démocratie. Et ces formations-là sont un facteur de protection pour les élus
mais aussi pour le climat, tu sais, des relationnels entre élus et citoyens. Donc, je pense qu'il y a là quand même deux choses à saluer. Mais ça n'empêche pas ma crainte qu'il y ait un danger d'interprétation arbitraire, donc de ce qui pourrait constituer là, une entrave au travail d'un élu, surtout sachant qu'il y a un rapport, un déséquilibre du pouvoir entre les élus et les citoyens en démocratie. Les citoyens critiques qui n'ont pas la même tribune, n'ont pas le même pouvoir pour faire valoir leur désaccord sur certaines politiques publiques. Donc, le fait de se rendre au conseil municipal et de chercher à influencer de manière parfois insistante et répétitive le travail des élus, ben, c'est sûr que ça fait partie de la vitalité démocratique. Et je pense qu'il faut aussi l'encourager, mais l'orienter pour que ce soit de façon respectueuse et aussi et en particulier par rapport à ces citoyens qui ont le courage de sortir de l'anonymat de leur écran, si je peux le dire ainsi, pour entrer en dialogue vraiment là, avec leurs élus. Donc, je prends acte là, du nouveau régime pénal. Je trouve que il y a des choses, oui, intéressantes. Catherine nommait l'accélération du délai de traitement des situations. C'est sûr que c'est intéressant. Le fait aussi que ça a été aussi bien reçu dans la communauté, dans le monde municipal. Donc, il y a un vrai effet sur le sentiment de sécurité. Mais je pense quand même qu'il y a des mesures importantes qui n'y sont pas et qu'on devrait regarder collectivement si on veut travailler sur le climat, la qualité du climat relationnel entre les citoyens et les élus. Et ce sont donc d'aider les conseils municipaux à adopter de bons règlements de régie interne. C'est aussi en deuxième lieu d'éduquer donc les élus sur leur rôle, leurs responsabilités, sur comment entrer en dialogue avec les citoyens, puis inversement les citoyens aussi, donc l'éducation, la citoyenneté dès un très jeune âge, comment entrer en dialogue de manière saine et constructive. C'est des investissements sociétaux qui vont être payants sur le long terme. Et finalement, ben, innover aussi en matière de participation citoyenne pour varier les lieux d'expression de participation. Parce que si on veut prévenir l'effritement de l'attachement de la population à notre démocratie, si on veut que la population comprenne mieux le travail aussi des élus, je pense qu'il faut innover un peu en matière de participation citoyenne, penser à d'autres choses qu'une période de questions au conseil municipal notamment, et vraiment prioriser des espaces délibératifs où on soigne le relationnel, si je peux le dire aussi comme ça, parce qu'on sait qu'on a un enjeu important de confiance actuellement en les partis politiques, en les élus et en certaines institutions démocratiques. Et la judiciarisation ne va pas résoudre ce grand problème de confiance. C'est peut-être une partie de solution, mais il y a des mesures d'encadrement éthique puis d'éducation au dialogue qui, selon moi, peuvent être tout aussi, sinon plus importantes. Merci beaucoup pour ce deuxième tour de roue hein, où on entre vraiment dans un autre élément là, du projet de loi 57, c'est-à-dire qu'au-delà de l'objectif du législateur, il y a les lieux de l'expression qui sont balisés par le projet de loi 57. On a les propos au sens large à l'article 3 et on a la question du fonctionnement, du décorum, des balises, des règles de régie interne là, auxquelles Mallory Flon faisait référence là, en ce qui concerne le lieu décisionnel et des échanges citoyens élus là, qui représentent les assemblées du conseil municipal. Alors, merci pour ce deuxième tour de roue très, très riche. Et on enchaîne maintenant avec le troisième panéliste, Pierre Trudel. Oui, merci. Alors moi, je voudrais, en fait, je souscris à la plupart des propos qui ont déjà été tenus. Je voudrais apporter là à cette discussion la dimension plus spécifiquement juridique, c'est-à-dire dans quelle mesure la loi, cette loi visant à protéger les élus municipaux et favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions, dans quelle mesure elle établit un équilibre optimal entre l'essentielle liberté de discussion et la tout aussi impérative nécessité
d'assurer une protection adéquate des personnes élues contre les gestes agressifs comme les menaces, le harcèlement et l'intimidation, qui évidemment ne sont pas des activités qui doivent être tolérées dans une société démocratique. Et donc, par conséquent, le grand défi auquel cette loi cherche à apporter une contribution, et dans ce sens-là, il faut saluer cette contribution que la loi vient apporter, c'est justement de trouver des façons d'établir un meilleur équilibre entre cette protection des personnes élues et la nécessaire liberté de discussion. Un des problèmes qui me semble qui fait en sorte qu'il faudra surveiller de très près la façon dont cette loi sera appliquée au cours des prochains mois et des prochaines années, c'est le recours à la notion très large d'entrave abusive à l'exercice des fonctions des personnes élues. Personne, évidemment, conteste la nécessité de faire quelque chose, de s'assurer qu'on puisse intervenir rapidement pour éviter les gestes qui ont effectivement pour objectif ou qui ont pour effet d'entraver l'exercice des fonctions des élus. Mais il existe déjà, comme ça a été souligné, des lois, il existe tout un ensemble de lois qui visent à pénaliser les menaces, l'intimidation et même les violations de la vie privée, en fait, ce sont des menaces ou ce sont des fautes civiles qui concernent la protection de la vie privée. Et donc, il existe déjà tout un régime juridique. Ce que je comprends de l'argument des personnes qui ont défendu ce projet de loi, c'est que c'est trop long, ça prend trop de temps. Et là, il me semble que c'est triste que devant ce genre de situation, plutôt que d'investir de façon conséquente et massive pour accélérer le déroulement des procédures d'application des lois qui visent à pénaliser l'intimidation, ben, on en ajoute une de plus. En se disant, ben, en ajoutant une de plus, ça va peut-être aider. Mais si on ne règle pas à la source le problème de la lenteur des processus judiciaires, on peut se demander, est-ce qu'on a vraiment un progrès? Est-ce qu'on a vraiment avancé? Il me semble que le vrai remède, ce serait de prendre des mesures pour que le système judiciaire puisse instruire rapidement les allégations d'intimidation, les allégations de menaces, et qu'on le fasse avec célérité, de façon justement à éviter qu'une personne élue qui est harcelée doit se rendre jusqu'à la fin de son 3e mandat avant que la personne qui l'agresse ou le harcèle ait eu son jugement. Donc, il y a, il me semble, quelque chose là qui me paraît un petit peu relevé de la législation symbolique, c'est-à-dire que, faute de vouloir s'adresser sérieusement à la lenteur des processus judiciaires, on ajoute une loi de plus, on ajoute un recours de plus. Mais il est loin d'être évident que ce recours va aller aussi vite, ou aller plus vite, pardon, que ceux qui existent déjà. Et s'il va plus vite, c'est pas nécessairement rassurant. Quand on voit le fonctionnement des cours municipales dans certaines municipalités, disons que le citoyen, d'abord, est tout seul devant l'armature de la ville et il lui faut consacrer plusieurs journées, très souvent, de travail et surtout des honoraires judiciaires pour aller se défendre devant un tribunal qui, souvent, est davantage inquiet de protéger les intérêts de la municipalité que de protéger les droits fondamentaux. Quand on regarde le fonctionnement de certaines cours municipales, parfois on n'a pas toujours de raison d'être rassuré. Or, ce dont on parle ici, c'est est-ce que la loi assure un équilibre entre la liberté d'expression et la sécurité des personnes élues? Il est loin d'être évident que les tribunaux municipaux sont bien outillés pour assurer cet équilibre. En particulier, qu'en est-il, et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir comment ça va être appliqué, de quelle façon va-t-on interpréter
la notion d'entrave abusive. Et à cet égard-là, quand on regarde l'actualité récente, quand on regarde le comportement de certains élus municipaux au cours des derniers mois, par exemple à Sainte-Pétronille, sur l'île d'Orléans, ben on n'a pas, il y a de quoi être inquiet. C'est-à-dire qu'il y a certains, il y a des élus municipaux qui peuvent avoir tendance, et c'est tout à fait légitime, à considérer comme une entrave abusive ce qui est susceptible d'entraver la mise en place de politiques qui sont sincèrement convaincus qu'ils croient sincèrement, pardon, être tout à fait dans l'intérêt public. Et donc, cette notion d'entrave abusive, est-ce qu'elle sera interprétée à partir de la subjectivité des personnes élues qui pourraient estimer que les entraves ou les manifestations que les personnes qui s'opposent à des mesures décident de faire sont abusives? Ou est-ce que c'est un juge qui va ultimement analyser ça à partir de critères objectifs, abusifs? Ben, c'est quelque chose qu'une personne raisonnable ne ferait pas. Or, quand on y regarde encore de plus près, qu'est-ce qui peut être abusif, mais qui ne serait pas une infraction à des lois qui existent déjà en matière d'intimidation, en matière de harcèlement, en matière de violation de la vie privée? Puisque un des arguments qu'on peut faire, c'est si on a voulu ajouter au droit québécois cette notion d'entrave abusive, c'est qu'on devait estimer qu'il y avait d'autres entraves que l'intimidation, le harcèlement et les autres gestes criminels qui sont déjà interdits par les lois, qui devaient être aussi réprimés. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que un critère aussi imprécis que le standard dans la notion d'entrave abusive constitue une disposition qui impose une limite raisonnable à la liberté d'expression, dans la mesure où on ne sait pas, la personne qui s'exprime ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Qu'est-ce qui est abusif? Est-ce que c'est ce qui est abusif dans l'esprit des personnes qui sont visées par la critique, ou est-ce que c'est abusif en fonction de ce qu'une personne indépendante, un juge, une juge, considérerait être abusif? Et donc, c'est, voilà, il me semble, l'aspect le plus crucial qui devra être surveillé de près. Cela dit, les insuffisances auxquelles veut remédier cette loi sont réelles, mais il me semble qu'on aurait eu avantage à privilégier d'autres façons d'encadrer ces fléaux, en plus des mesures qui ont été évoquées et qui sont déjà dans le projet de loi. Il serait probablement temps de prendre au sérieux la nécessité d'agir et d'encadrer de façon conséquente les réseaux sociaux et les autres environnements en ligne qui sont souvent utilisés pour harceler et intimider les personnes. On continue de ne rien faire, de considérer que c'est comme si ça allait de soi, comme si c'était qu'on ne pouvait jamais rien faire. Alors, il faudrait sans doute être beaucoup plus proactif pour exiger que les réseaux sociaux et tous ceux qui carburent, tous ces mécanismes en ligne qui carburent aux algorithmes soient tenus à des obligations beaucoup plus conséquentes de rendre des comptes de ce qu'ils font avec ces algorithmes, puisqu'il est établi, la littérature maintenant est assez unanime pour dire que ces algorithmes-là tendent à privilégier le propos extrême, le propos haineux, le propos agressant. C'est ce qui génère du clic. Et donc, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas voulu s'adresser sérieusement à ces enjeux-là, ça va devenir difficile de courir après les citoyens.
La tendance qu'on a au Québec, c'est malheureusement très souvent de courir après les citoyens qu'on est capable d'attraper et ceux qu'on n'est pas capable d'attraper, on ne s'en occupe pas. Par exemple, en matière de pornographie, au moment où Pornhub faisait des millions avec la pornographie juvénile, on poursuivait un auteur d'un livre pour enfants dans lequel il y avait supposément une scène de pornographie juvénile. C'était plus facile que d'aller poursuivre Pornhub, une société multimilliardaire. Donc, il y a cette tendance chez nos élus de s'en prendre très souvent aux citoyens individus plutôt que de s'adresser véritablement à ceux qui profitent financièrement des comportements excessifs, notamment les comportements excessifs en ligne, c'est-à-dire les entreprises, les GAFAM de ce monde qui valorisent de façon extrêmement lucrative cette colère qui peut exister chez les citoyens et qui souvent va se manifester par des propos d'intimidation et d'agression. Alors, si on avait, il me semble que si on avait pris cette avenue, je pense qu'on aurait eu plus de chance d'établir ce réel équilibre entre liberté d'expression et protection des personnes élues. Merci beaucoup, Pierre, pour la fin de ce tour de roue-là. Vraiment intéressant parce que dans la mise en contexte, en fait, de notre table ronde, on parle de polarisation notamment qui est nourrie par les réseaux sociaux. Or, effectivement, quand on lit la loi qui modifie plusieurs autres dispositions législatives, elle crée la loi sur la protection des élus, bien sûr, mais elle modifie aussi d'autres lois, dont la loi sur l'Assemblée nationale pour intégrer une disposition assez similaire à l'article 3 pour les élus de l'Assemblée nationale. Donc, l'idée d'entrave substantielle, de propos qui peuvent entraver substantiellement le travail des élus de l'Assemblée nationale est également interdit. Mais il y a eu deux prises, en fait, pour les réseaux sociaux que moi, je vois dans les modifications qui ont été apportées puis dans la loi qui a été adoptée. C'est l'article 3.4 là, qui permet au juge là, de rendre une ordonnance forçant un individu de cesser de diffuser dans l'espace public des propos visés au premier alinéa. Alors, c'est une prise qui est très, très, très indirecte par rapport à l'importance du phénomène que tu décris. Donc, effectivement, on a tendance à ne pas prendre à bras-le-corps cette nouvelle réalité-là. Bon. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je me cantonne dans mon rôle d'animateur. Et donc, maintenant que vous vous êtes entendus les uns les autres, je me demandais si vous souhaitiez rétroagir et on va céder pour un tour de réplique, là. On va suivre le même tour de table en commençant peut-être par Catherine Fournier, sans parler de réplique, mais des choses à préciser, des choses à rajouter, en fait. Mhm. Non, mais la discussion est super intéressante. Puis, tu sais, d'un point de vue juridique, je pense que là où on n'est pas certain, c'est vraiment dans l'application, là, comme l'a bien dit Mallory. Puis, je comprends tout à fait les préoccupations soulevées par M. Trudel. Mais si j'en reviens au sens de mon propos de tout à l'heure, nous, à la Ville de Longueuil, on a analysé le projet de loi avec nos services juridiques, donc des avocates et des avocats là, qui ont une grande expérience dans l'application de ce genre de loi-là aussi en lien avec la cour municipale. Puis je vais réinsister sur le point que j'ai fait valoir tout à l'heure, puis je vais peut-être le venir vraiment plus vous citer, le projet de loi. Je vais juste retrouver ma petite page. Oui, donc quand on parle donc de l'entrave abusive, on vient quand même à l'article 5 du projet de loi préciser, à mon sens, une certaine interprétation, dans le sens où on dit quiconque entrave l'exercice des fonctions d'un élu municipal en le menaçant, en l'intimidant ou en le harcelant de façon à lui faire craindre raisonnablement pour son intégrité ou sa sécurité. Donc, à mon sens, c'est là où je réitère qu'on vient un peu se coller au code criminel. Puis j'entends bien que le questionnement à savoir est-ce que c'était nécessaire de créer un autre régime pénal qui n'est pas celui couvert par le code criminel alors que ces lois-là existent déjà. En fait, le gouvernement du Québec s'est calqué sur la France qui a fait le même genre d'exercice là, pour ses élus, donc un régime pénal qui permettait de traiter plus rapidement les dossiers liés aux élus, là, d'où l'intérêt que je vous ai mentionné un peu plus tôt. Bon, c'est sûr que dans le contexte canadien, le régime pénal, on n'est pas, puis le régime criminel en tant que tel, le petit code criminel ne sont pas de la même juridiction. Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, donc Québec semblait vouloir se doter là, d'un régime pénal de cette nature-là. Mais comme je l'ai précisé,
en tout cas, selon ce que les juristes de la ville de Longueuil nous ont fait valoir, c'est que ça va être beaucoup plus même difficile de prouver à la cour, là, puis d'atteindre une preuve raisonnable, malgré que, euh, donc, puisqu'on parle d'entrave au travail de l'élu, même si c'est une entrave abusive, encore plus, on va devoir venir prouver l'effet que ça a eu sur son travail concrètement. Puis je réitère que c'est beaucoup plus difficile à prouver qu'un sentiment de sécurité. Dans le cas criminel, ce qui doit être prouvé, c'est qu'on s'est senti menacé, harcelé. Là, on va devoir prouver en quoi la menace ou le harcèlement a nuit au travail de façon concrète. Donc, ce qui est plus difficile, en tout cas, moi, je suis pas avocate, mais selon les avocats qu'on a consultés à la ville, apparemment que c'est même difficile à prouver. Puis même les avocats de la ville de Longueuil allaient jusqu'à dire que c'est même ajouter cette notion d'entrave qui a finalement été gardée dans le projet de loi final pourrait contrecarrer l'intention du législateur dans le sens où est-ce que c'est vraiment applicable parce que c'est vraiment une preuve qui peut être faite. En tout cas, ça semblait très, très difficile à atteindre là, du point de vue des juristes de la ville. Très intéressant. Évidemment, il y a deux lectures de l'article 3, là. Soit c'est l'article 3 désigne les entraves dites abusives et l'article 5 parlerait des formes d'entraves qui sont interdites et qui peuvent mener à l'imposition d'amende, en fait. Donc, on pourrait le voir de deux manières. J'entends bien là, le fait que c'est quand même un indice. Puis on voit, là, il y a plein de prises dans l'article, dans la loi, par ailleurs. Je sors encore dans mon rôle d'animateur, hein, je suis insupportable. Je sors dans l'article, le dernier alinéa de l'article 3, là, de référer au fait que ne sera pas une entrave des propos qui respectent les valeurs démocratiques. Il y a une référence indirecte à la Charte québécoise ici. Alors, peut-être que ça explique pourquoi cette loi-là, qui a été adoptée en juin, n'a toujours pas encore été appliquée. En fait, c'est de dire, on semble hésiter. Est-ce que c'est un exercice de codification des interdictions antérieures avec le désir de permettre que on utilise avec plus de célérité ces interdictions-là, ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas plus que ce qui était prévu antérieurement? Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes là. Mallory Flon? Oui, puis je sais pas si c'est juste moi, mais c'est beaucoup à la notion d'harcèlement, hein, en tout cas, qui me questionne. Parce que menace, effectivement, intimidation, c'est peut-être un petit peu plus facile à voir comment ça pourra être, tu sais, s'exprimer, à être appliqué. Puis, tu sais, là, je suis retournée voir la notion, la définition harcèlement criminel. C'est vrai que ce qui peut être considéré comme du harcèlement auprès d'autres citoyens, c'est peut-être un peu différent quand même auprès d'un élu que les citoyens cherchent à influencer. Mais voyons, tu sais, voyons effectivement comment ce sera appliqué. Puis effectivement, c'est sûrement une bonne nouvelle que le fardeau de la preuve soit sur la municipalité là, qui devra démontrer l'entrave qui est faite au travail de l'élu. Et puis, je pense qu'il va falloir voir comment ça se manifeste dans certaines municipalités dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour voir si ben, on réussit avec ce changement législatif là, à renforcer l'équilibre qu'on cherche finalement. Puis c'est sûr que un dernier commentaire sur la question des cyberattaques aussi. Je me demande s'il n'y aurait pas été judicieux de mieux préciser des contextes en ligne versus en personne dans le projet de loi, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très différent quand même dans les deux dynamiques, notamment lié à l'anonymat parfois de certains comportements harcelants justement là ou intimidants qui peuvent avoir lieu en ligne par rapport à d'autres qui peuvent être faits à visage découvert là, dans le cadre d'une mobilisation citoyenne. Donc, en tout cas, je pense on a aussi des pistes pour continuer il ne faudra pas seulement s'appuyer sur ces nouvelles dispositions pour continuer de renforcer euh, la protection des élus, puis de protéger la qualité de la relation aussi avec les citoyens dans cette période où la démocratie est sous pression de toutes parts, puis cette relation-là, c'est au cœur de notre régime démocratique.
Ouais, enfin, je reviendrai je vais passer la parole à Pierre, mais je reviendrai parce que l'idée là, de développer puis d'aller au-delà des nouvelles interdictions de la loi, puis de développer ou de penser à des nouvelles instances permettant de soigner le relationnel. Je pense que c'est l'expression que vous avez utilisée là, entre les élus puis la population, peut-être à l'extérieur des séances traditionnelles et de la période de questions qui est réservée dans les séances du conseil municipal. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant à creuser. Pierre Trudel, deuxième tour de parole. Oui, en fait, je pense qu'il y a aussi une dimension qui, évidemment, n'est jamais explicitement énoncée dans une loi, mais c'est l'utilisation stratégique de plaintes contre des citoyens. Une des craintes qu'on peut avoir, c'est que d- souvent, de bonne foi, des personnes élues ou des conseils municipaux peuvent être convaincus qu'ils sont victimes là, de harcèlement indu ou d'entraves abusives. Et là, ils intentent des recours, même si ces recours n'arrivent pas à la fin, ne sont pas finalement amenés devant le juge. Ça a un effet inhibiteur immédiat. Ça met littéralement un couvercle sur la marmite bouillante, c'est-à-dire que la personne qui est l'objet un tel recours judiciaire se trouve en quelque sorte euh, mise hors jeu. Et dans ce sens-là, il ne faut pas sous-estimer l'utilisation stratégique de menaces de poursuite ou de poursuites dont on n'est pas du tout convaincu qu'ils auront du succès, mais qui peuvent avoir leur effet pour supprimer le débat ou mettre fin à un débat. Par exemple, dans cette histoire de Sainte-Pétronille, on a utilisé des mises en demeure qui ont été envoyées à grands frais, aux frais des contribuables, à des citoyens, alléguant, présentant des arguments éminemment contestables, ou à tout le moins éminemment susceptibles d'être contestés. Sauf que faut toujours garder à l'esprit que concrètement, il faut avoir les moyens de contester. Lorsqu'on est un citoyen, on n'a pas à sa disposition les services juridiques auxquels peuvent avoir accès les autorités municipales ou les autres autorités. Et donc, très souvent, on constate que ces dispositions-là sont utilisées de façon stratégique. On intente une poursuite, ça fait taire les personnes, et par la suite, la poursuite est abandonnée ou elle va nulle part, mais de toute façon, la controverse est terminée. L'enjeu, en fait, auquel il faut s'adresser et qui est très difficile, c'est comment faire pour assurer ce nécessaire équilibre dans un contexte où les débats vont vite, où les informations circulent rapidement, où les conseils municipaux doivent décider avec une certaine célérité. Alors que le système judiciaire, lui, continue de fonctionner à la vitesse de l'escargot. Ça peut prendre 2, 3 ans avant qu'on ait une décision. Alors, il est là le véritable enjeu d'équilibre. Comment faire pour qu'il y ait une intervention judiciaire suffisamment rapide pour être en mesure de dire, avec toutes les précautions qui doivent être prises, en entendant les parties, en entendant les différents arguments, comment est-ce qu'un juge indépendant pourrait, de façon rapide, dans un délai conséquent avec la vitesse avec laquelle désormais aujourd'hui les débats publics se déroulent, comment est-ce qu'on fait pour arriver à assurer là, cet équilibre et éventuellement cette détermination? Est-ce que c'est abusif ou est-ce que ce ne l'est pas? Ce qui suppose généralement une évaluation du contexte, une évaluation de la situation. Et cela, bien sûr, doit se faire par une personne juge indépendante. Mais il faut le faire vite. Si on ne le fait pas assez vite, on risque de se retrouver avec essentiellement des poursuites qui sont lancées pour faire taire et par la suite, on ne se rend jamais au juge pour savoir si vraiment c'était abusif. Et ou de toute façon, même si on le sait, ça fait très longtemps que la controverse est terminée et donc ça n'a plus d'intérêt, sauf pour les professeurs de droit. Nous, on est toujours contents comme professeurs de droit d'avoir de la jurisprudence à enseigner à nos étudiants, mais c'est un intérêt relativement marginal.
Ah oui, c'est ce qui intéresse les professeurs de droit, ça intéresse pas tout le monde. Ben, parfois oui, mais enfin, j'aime beaucoup le Canadien de Montréal. Dans ce contexte-là, j'aimerais vous entendre peut-être sur la question du désordre, parce que là, on parle beaucoup des propos, puis des objectifs généraux, puis de l'équilibre, etc. Mais peut-être pour rebondir sur une des préoccupations exprimées par Mallory, la question de la mobilisation citoyenne, puis le fait parfois que des groupes de citoyens peuvent décider d'aller se faire entendre et d'aller tenter d'influencer le processus décisionnel au maître lieu où les décisions se prennent, c'est-à-dire les assemblées du conseil municipal. Or, maintenant, dans la loi, on a une disposition qui prévoit que quiconque, lors d'une séance de tout conseil d'un organisme municipal, cause du désordre de manière à troubler de façon abusive le déroulement de la séance est passible d'une amende d'au moins 50 dollars et d'au plus 500 dollars. Alors, évidemment, ça s'inscrit dans l'expérience qui a été décrite notamment par Catherine au début dans son intervention et dans les notes ou dans le mémoire que vous aviez déposé pour le projet de loi 57, vous faisiez référence à une situation qui vous était arrivée où c'était des non-citoyens de la ville de Longueuil, en fait, qui s'étaient présentés puis qui s'étaient exprimés en défaveur d'une proposition que vous souhaitiez voir adoptée. Donc, j'aimerais peut-être commencer par vous pour vous entendre sur c'est quoi, qu'est-ce que du désordre en fait, dans quelle mesure réconcilier le souhait légitime parfois de groupes de citoyens de venir peut-être avec des pancartes, avec pour l'objectif avéré étant d'empêcher qu'une décision avec laquelle ils sont en désaccord soit adoptée. Donc, comment on fait pour trouver l'équilibre entre les responsabilités des élus qui ont été élus pour mettre en place des programmes qui ont la responsabilité d'agir, en fait, et des citoyens, parfois nombreux, parfois moins nombreux, qui sont tellement en désaccord qu'ils vont agir d'une telle manière qu'à essayer voilà, de vous faire changer d'idée. Ouais, si je peux répondre rapidement, à mon sens, il y a une ligne qui est tout à fait claire, là. C'est-à-dire que, bon, vraiment, le gouvernement de proximité, qui est la municipalité, est le seul palier où les citoyens ont l'occasion de se présenter, de venir poser des questions aux élus. Mais évidemment, c'est des périodes qui sont encadrées. Évidemment, là, toutes les villes ne sont pas dotées de règlements de régie interne. Mallory y a fait référence. Ça, c'est certain que ça devrait d'abord être mis en place et priorisé. Mais si je donne l'exemple de Longueuil, il y a des balises très, très claires qui sont communiquées aussi à toute personne qui veut venir s'exprimer au conseil, que ce soit des citoyens ou non-citoyens. Il y a une période de temps qui est indiquée, il y a un accompagnement qui est fait de la part de la présidence. Il peut y avoir un groupe de personnes qui s'expriment sur le même sujet. Il n'y a pas de limite au nombre d'interventions. En tout cas, c'est balisé puis c'est connu à l'avance. En termes de nombre de personnes présentes aux séances, même si c'est pas tout le monde qui s'exprime, il n'y a pas de limite en termes de nombre d'assistances. C'est même déjà arrivé qu'on fasse une salle de débordement avec une projection dans le hall de l'hôtel de ville, par exemple. Pour moi, à mon sens, de venir en grand groupe, d'avoir des pancartes, euh, il y a vraiment pas de souci avec ça, là. Ça fait partie du droit démocratique à l'expression. Si on suit les règles de régie interne qui sont déterminées, là où ça devient du désordre ou une entrave, ça va être euh, de vouloir, pendant la séance, par exemple, faire un peu du chahut pour empêcher le président de s'exprimer, qu'on n'entende pas les interventions. Euh, à ce moment-là, il peut y avoir une accélération là, vers un certain désordre. Mais moi, la situation que je citais, c'était davantage, ouais, c'était plus une citoyenne, effectivement, d'une autre municipalité qui s'était présentée puis qui avait en fait proféré littéralement une menace de mort indirecte au micro. Euh, donc, ça, c'était plutôt l'exemple que j'avais utilisé. Donc, voilà. Donc, si je comprends bien, en fait, cette disposition-là fonctionne uniquement avec l'autre disposition soulignée par Mallory en disant que maintenant les municipalités ont l'obligation d'adopter des règles de régie interne, donc permettant c'est la règle de régie interne qui va À, permettre à de mon à déterminer mon sur sens, à mon sens, ça devrait être ça qui détermine qu'est-ce qui est du désordre, donc qu'est-ce qui sort de l'ordre, donc le décorum qui est établi par le règlement de régie interne. Puis, versus le. évidemment, toutes les manifestations, je vois pas en quoi euh, on pourrait noter comme étant un désordre le fait d'avoir des pancartes ou d'être un groupe ou d'être affiché. Pour moi, ça, c'est pas, je vois pas comment une ville pourrait l'interpréter en termes de désordre. Fait que pour moi, ce serait pas tant une crainte à ce moment-là. Très bien. Mallory? Sur la notion de désordre,
Oui, je pense que c'est effectivement les règlements de régie interne. Puis j'ai confiance dans les municipalités pour déterminer à partir de quand il y a des ordres, par exemple, tu sais, aussi. Euh, euh, c'est tellement contextuel. Tu sais, si un groupe de citoyens empêche une ville d'adopter son budget, par exemple, parce qu'ils sont vraiment dans l'interruption complète des travaux, ben oui, je comprends que c'est un désordre puis qui faille éventuellement arrêter, tu sais, avoir une injonction ou quelque chose comme ça. Euh, mais effectivement, c'est parce qu'il y a aussi, faut pas que ça repose sur juste le sentiment des individus élus finalement, parce que il y en a qui peuvent effectivement se sentir intimidés par des affiches, même si les personnes sont muettes, mais qui vont, tu sais, présenter une opposition ferme mais muette dans une salle municipale. J'essaie de trouver des exemples parce que c'est un peu ça la question qui nous est Ouais. posée. Mais si tu permets, Mallory, quand Oui. même, tu reviens au sentiment des élus, mais dans le projet de loi 57, justement, on ne repose pas sur le sentiment des élus, on doit faire la preuve que ça fait une entrave au travail des élus. Donc, Mhm. c'est vraiment ça la différence avec le code criminel. Tu sais, moi, j'ai déjà porté plainte pour une menace, puis les policiers, la première chose qu'ils te demandent, c'est comment toi tu t'es senti. Si tu t'es pas senti menacé, même si c'est une menace pour quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment le ressenti qui va venir déterminer. Tandis que là, on est vraiment sur l'entrave. Il va falloir que la ville fasse la preuve que ça a empêché les élus de faire leur travail, d'où le fait que, en tout cas, selon, encore une fois, les juristes de la ville de Longueuil, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible à prouver, à moins qu'il ait carrément renversé l'Assemblée puis qu'il n'ait pas Mm. pu avoir les débats qui se tiennent. Donc, en tout cas, j'apporterai quand même cette petite nuance-là, si tu me permets. Oui, oui, mais tu fais bien de l'amener. Donc, tu sais, c'est sûr que ça va être ça me fait penser que ça va être plus facile de documenter l'impact sur les élus de cette loi moi, je me demande comment est-ce qu'on va évaluer si ça a un effet inhibitoire de la participation citoyenne dans un milieu. Je ne sais pas comment on va faire pour mesurer cet effet éventuel que ça pourrait quand même avoir. Donc, en tout cas, c'est comme je vais un peu Si à tu côté de parles la question, mais d'un effet médiatique parce qu'on en a parlé, parce que, tu sais, M. Trudel, je vous entendais aussi dire, bon, est-ce que ça pourrait être instrumentalisé? Puis c'est sûr que ça peut être une préoccupation que je comprends, mais en ce sens-là, il n'y a rien non plus qui empêche actuellement, même avant le régime du projet de loi 57, un élu de porter une plainte à la police puis de le dire publiquement. Est-ce que c'est pas le même effet, tu sais, c'est un peu le même principe que de dire qu'on va poursuivre quelqu'un ou porter plainte. Je sais pas c'est quoi le pire, là, entre, tu sais, il y a la question des menaces, pas des menaces, pardon, plus des amendes qui est prévue, ça peut être comme très, très concret. Peut-être que pour certaines personnes, ça peut faire plus peur ou moins peur qu'une plainte à la police, je ne sais pas, mais tu sais, la question se pose, dans le sens où actuellement, moi, je pourrais en théorie, menacer un citoyen de porter plainte à la police pour harcèlement ou intimidation. Je ne sais pas si, Mallory, vous aviez terminé votre intervention, si vous voulez. Oui. Il y a vraiment des choses intéressantes qui sont dites, notamment sur la distinction entre l'entrave au travail de l'élu puis la disposition du code criminel. Évidemment, bon, on fait abstraction du fait que le fardeau de preuve est beaucoup plus élevé en droit criminel parce que c'est hors de tout doute raisonnable versus la question qui va s'appliquer en matière pour cette loi-là où ça risque, selon toute vraisemblance, puis Pierre me corrigera, la prépondérance des probabilités. Donc, le seuil est moins élevé à atteindre au niveau de la preuve. D'autre part, juste aussi sur la question de l'entrave, c'est tout à fait juste sur l'article 3, l'entrave au travail versus la sensibilité, mais sur la question du désordre, il n'est pas question d'entrave. Il est question de désordre, point, et on associe en fait le désordre à la possibilité d'imposer une amende. Donc, la question de la sensibilité, dépendamment de la règle de régie interne et dépendamment des décisions qui peuvent être prises, c'est sûr que je suis d'accord que ça va moins jouer avec l'entrave, surtout entrave abusive, en fait. Mais c'est sûr que sur l'article 4, là, pour les séances du conseil municipal, là, il y a vraiment la question du désordre. Alors, je pense que ça renforce d'autant votre position initiale, Catherine, en lien avec les règles de régie interne, en fait. Puis je dirais que l'avantage, je suis un chartiste, hein, alors l'avantage aussi, c'est que si toutes les municipalités déterminent les règles de régie interne, puis que c'est là-dessus qu'on se base pour savoir quand est-ce qu'il
y a des ordres ou pas, ben là, ça permet peut-être, si jamais le seuil est fixé de manière à permettre trop d'aléatoire ou d'arbitraire, de contester la règle de régie interne et non pas d'y aller à la pièce, à la décision, enfin. Ça, Pierre, c'est je une sais pas. bonne question parce que les règles de Ah, régie interne varient d'une ville à l'autre, hein, même pour les ça? villes qui ont des règles de régie interne. On le fait sur le principe d'autonomie des municipalités, puis je pense que c'est correct, mais en même temps, il y a peut-être certaines balises qui devraient être données par le ministère. Je ne suis pas certaine que c'est le cas à l'heure actuelle, puis ça varie beaucoup d'une municipalité à l'autre, puis c'est clair que ça pourrait avoir une influence. Il y a des meilleures pratiques pour encadrer, mais tu sais, on est vraiment libre de faire quoi que ce soit. Tu sais, je vous donne l'exemple. Moi, dans ma ville, on a une limite, par exemple, de temps pour la période des questions. On peut la prolonger, puis on la prolonge toujours parce que c'est un peu la volonté du conseil, mais tu sais, il pourrait y avoir un conseil qui décide de dire, ben non, la période des questions, c'est 10 minutes, puis c'est- donc, c'est limiter le nombre de questions, limiter, tu sais, c'est très variable là, d'un conseil à l'autre, puis ça, je pense que ce sont de bonnes questions, puis je suis pas certaine qu'il y a déjà eu des bonnes pratiques en matière de régie interne qui ont déjà été communiquées par les instances gouvernementales. Peut-être que je me trompe, certainement que l'UNQ, j'ai vu que quelqu'un de l'UNQ est en ligne, euh, a ce genre d'outil-là pour les villes, mais c'est, ça peut tellement être variable d'une ville à l'autre, puis il y a plus quand même de 1100 municipalités au Québec, donc la question se pose. Pierre? Ben, dans le même esprit, j'ajouterais que si le passé est garant de l'avenir, les règles de régie interne, essentiellement très variables en effet, et elles ont très souvent été invoquées, même lorsqu'elles sont réduites à leur plus simple expression, là, c'est-à-dire l'autorité du président d'Assemblée, pour, par exemple, interdire la présence de journalistes ou de caméras dans les salles de délibération. Euh, donc, il y a eu la FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes, a souvent dénoncé les pratiques qui pouvaient exister dans certaines municipalités, pas dans toutes, effectivement, qui consistent essentiellement à établir des règles de régie interne tellement sévères que ça réduit considérablement la place que le public, qui reste au public pour poser des questions. Ou encore pire, ça limite considérablement la couverture des médias locaux. Bon, c'est vrai que les médias locaux sont moins nombreux qu'autrefois parce qu'on a encore une fois laissé se détériorer l'environnement médiatique en laissant les GAFAM américains tout prendre, là, mais si les médias locaux, souvent, ont eu à se débattre avec ces règles de régie interne. Utilisation des règles de régie interne. Dans certains cas, on a vu des municipalités utiliser leur pouvoir de dépenser pour les avis publics, pour faire pression sur les médias locaux. Alors voilà encore une autre façon, dans certains cas, malheureusement, pour les municipalités de mettre en place des règles qui pourraient avoir pour effet de rendre beaucoup plus difficile la prise de parole par les citoyens. Et dans ce cas-là, et dans ce contexte-là, on peut dire que le passé nous donne quand même un certain nombre de mises en garde. C'est-à-dire que il est indéniable qu'il y a des personnes qui ont des comportements totalement condamnables à l'égard des personnes élues. Et le défi, c'est de vraiment les combattre avec efficacité. Mais on ne peut pas perdre de vue le fait que, malheureusement, dans certaines municipalités, on a une tendance à être à être parfois assez strict, sévère, abusif et parfois même carrément injuste lorsque vient le temps de régir le déroulement des assemblées et notamment la capacité pour les médias locaux ou les citoyens d'intervenir. Bien, ça mettrait fin à cette deuxième ronde d'échange. Je me tournerai